Bonjour à tous, on va attaquer. Bienvenue dans votre épargne mérite toujours plus. Est-ce que vous nous recevez bien? Normalement, j'ai pas fait de modification, donc ça doit marcher. Hop, sondage. Oui, super, merci beaucoup. Donc, bienvenue dans votre épargne mérite toujours plus. Donc, comme d'habitude, je vais faire une petite présentation de Bourse Direct. Donc, je me présente, Nicolas Bazinet, je suis le directeur du développement du pôle épargne. Nous accompagnons les clients sur des stratégies de placement, d'épargne et d'optimisation fiscale. Nous allons aborder aujourd'hui la gestion pilotée sur notre contrat Generali Bourse Direct Horizon, mais aussi la gestion des NCA et des opportunités. Pour cela, nous sommes ravis de recevoir Benjamin Leneutre, responsable de la distribution chez des NCA. Bonjour Benjamin. Voilà. Comme vous le savez, j'aime bien faire aussi des présentations avec des sociétés de gestion assez professionnelles, comme elles sont faites auprès des conseillers en gestion de patrimoine qui y participent régulièrement, de vous mettre au même niveau qu'eux. Mais n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau s'il y a des points que vous ne comprenez pas pour qu'on essaye de vulgariser au mieux certaines remarques et qu'on s'adapte à nos clients. Euh, donc, la gestion pilotée, alors c'est un investissement long terme. C'est le gérant qui arbitre dans votre intérêt sur ces classes d'actifs en fonction de ses convictions. Il faut privilégier j'avais mis la gestion croissance, mais vous faites pas que de la gestion croissance Non. chez DNCA. Donc je reviens sur les points réglementaires. Donc un rappel de Bourse Direct. Bourse Direct est agréé par la CPR et supervisé par la l'AMF. Bourse Direct est un prestataire de services en investissement. Nous faisons la réception transmission d'ordre pour le compte de nos clients et l'exécution d'ordre pour le compte de tiers. Nous sommes conservateurs, dépositeurs, teneurs de compte pour les comptes titres de nos clients, CTO, PEA, PEA, PME, PEA jeunes. Bourse Direct est aussi CEA, courtier en opérations d'assurance, immatriculé à l'ORIAS, qui nous permet de vous proposer des contrats d'assurance vie, des plans d'épargne retraite, comme BD Horizon de Generali aujourd'hui. Bourse Direct est aussi conseil d'investissement, ce qui nous permet de vous proposer d'autres produits et de vous accompagner dans le conseil et l'allocation d'actifs aussi. Deuxièmement, nous allons vous aborder des points généraux et chaque investisseur doit tenir compte de sa situation personnelle et ne pas avoir la performance passée comme unique motivation de souscription. Il faut toujours bien comprendre le produit. Bien entendu, au-delà des définitions avantages et risques dont nous allons vous parler ici, ce webinaire a un caractère promotionnel. Vous présentez la gestion des NCA et la gestion pilotée des NCA pour que vous souscriviez au contrat d'assurance vie Bourse Directe Horizon et adhérez, enfin souscriviez, allouez votre épargne sur l'allocation selon les prudents, dynamiques, équilibrés des NCA. Donc toujours se reporter au prospectus et au DIC et lire le reporting aussi sur ces produits-là. Ne pas avoir la performance passée comme unique motivation comme ne préjugeant rien des performances à venir, futures. Donc, on va essayer de faire une présentation de notre mieux, vous présenter un contenu clair, exact et non trompeur. Donc, pendant toute la durée du webinaire, n'hésitez vraiment pas à nous poser des questions sur ce que vous entendez ou des questions et je les reprendrai à la fin et on essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Donc, Benjamin, je te laisse la parole, c'est à toi de parler maintenant. Bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est un plaisir d'être là. Ça fait déjà, je sais pas, ça doit être le huitième ou le neuvième webinaire qu'on fait depuis le début de l'année. Écoutez, ça nous fait plaisir. Alors, pour ceux qui n'auraient pas écouté les précédents, un rappel rapide, enfin, un rapide rappel de notre maison, DNCA, la maison de gestion que je représente. Donc, c'est un acteur français qui a soufflé ses 23 bougies cette année. On gère à peu près 30 milliards d'emplois sous gestion. Notre ADN qui nous définit, c'est vraiment la gestion bon père de famille, l'approche patrimoniale. C'est de se dire, quelle que soit la classe d'actifs qu'on va gérer, que ce soit des obligations, des actions, ou alors des gestions pilotées prudentes, équilibrées ou dynamiques. Ce qu'on veut, c'est bien entendu d'aller chercher de la performance, mais toujours d'essayer de réduire les soubresauts de marché au maximum. Donc d'avoir des amplitudes en termes de valorisation qui soient les plus restreintes possibles. Donc voilà, on a une approche, on a une expertise qui est assez complète aujourd'hui. On a une gamme
une quarantaine de fonds. Et aujourd'hui, la partie qui nous intéresse, la gestion pilotée, ça représente c'est une équipe qui gère la multigestion chez nous. Et donc, sur les 29,5 milliards, ça représente à peu près 1,5 milliard, donc ce qui est quand même assez important. Et on fait partie des grosses équipes en termes de multigestion sur la place parisienne. Juste pour vous montrer, donc c'est chez les NSA des stratégies de référence. Aujourd'hui, je vais vous refaire un point sur AlphaMond. On avait toujours tendance à mettre la présentation la couper en deux, présenter des fonds purs qu'on retrouve en fait dans les gestions pilotées, des fonds de DNCA, et ensuite, bien entendu, parler de la gestion pilotée. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux fonds qui sont sur les extrêmes des slides. Sur la partie gauche, DNCA Invest Alpha Bonds, qui est un fonds SRI2, donc un fonds extrêmement patrimonial. Et vous le voyez, une stratégie qu'on a créée chez DNCA en 2017 et qui, en termes de couple performance-risque, se positionne très bien par rapport à son panel de compétiteurs, entre guillemets, parce qu'on essaie d'afficher une performance qui est une des meilleures, avec un niveau de risque, ce qu'on appelle la volatilité, qui est la plus faible possible. Et l'autre produit, je trouvais que c'était intéressant de vous présenter le fonds Archer Mid Cap Europe. C'est un produit action, parce que on trouve que les mid cap ont été quand même bien délaissés par les marchés ces dernières années, qui est sur un produit qui fait sens, hein, vous voyez, qui est très bon en termes de couple rendement-risque. Et on trouve qu'en 2024, ça sera certainement intéressant pour les investisseurs de revenir sur des thématiques qui ont été un peu délaissées par les marchés. Et c'est une des thématiques sur lesquels on a tendance à investir dans des profils en gestion plutôt dynamique. Et donc, il peut être intéressant pour vous un peu de décortiquer ce produit. En tout cas, juste pour dire, je regardais tout à l'heure les performances, les fonds qu'on a poussés depuis le début de l'année, un fonds comme Sanité Plus fait 4% là depuis le début de l'année, un fonds comme Alpha Bonds, on le verra, on est un peu plus de 4%, Eurose était à 7,5%, et le fonds évolutif, le genre était venu intervenir il y a 5 mois, je pense, avant l'été, on est à peu près à 14% de performance. Voilà, des convictions qui ont bien fonctionné depuis le début d'année. Alors, pour faire bref, sur AlphaBand, c'est un produit qui peut paraître et qui est, d'un point de vue technique, un peu plus complexe, entre guillemets. C'est un produit, on peut utiliser des dérivés, des choses comme ça. Le but aujourd'hui, c'est de vous en parler de façon extrêmement simple. On ne va pas rentrer précisément dans le moteur parce que le but, c'est pas de vous perdre. AlphaBond, pour vous expliquer, c'est trois gérants, enfin surtout deux gérants leaders, Pascal Gilbert et François Collet, qu'on a fait venir chez nous en 2017. Donc on le dit toujours un petit peu, je sais pas si c'est des amateurs de foot, mais en 2017, vous avez le PSG qui avait recruté Mbappé et Neymar, et nous on avait recruté Pascal Gilbert et François Collet. Donc ces deux gérants qui gèrent à peu près 3 milliards d'encours sous gestion chez la Française AM et qui avaient un historique de performance qui était extrêmement bon. Et c'était une classe d'actifs qu'on n'avait pas chez les NSA, donc on s'était dit que c'était intéressant de pouvoir débaucher l'équipe. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a débauché les trois gérants et on a aussi débauché la personne qui s'occupe de la table de négociation, donc c'est la personne qui passe les ordres, entre guillemets, la personne qui est au middle office et la personne qui s'occupe des risques. Donc on a vraiment débauché toute une équipe pour qu'ils puissent gérer dès le premier jour chez les NSA de la même façon qu'ils géraient chez la Française. Donc ça a été une stratégie qui a fait sens dans les portefeuilles des clients. Aujourd'hui, on est pratiquement à 9 milliards d'actifs sous gestion sur ce fonds. Donc, ça a été vraiment une success story sur les 4 dernières années. Et du coup, je vais rentrer un peu dans qu'est-ce que ce fonds. Donc, Alpha Bond, c'est quoi? C'est un fonds de performance absolue. Donc, ça veut dire quoi, la performance absolue? C'est des fonds qui ont comme objectif d'avoir une performance positive chaque année, quelle que soit la direction des marchés obligataires. Donc, ça, c'est important. Ça veut dire que qu'on soit dans des phases de hausse de taux comme on l'a connu en 2022, on a vu des performances très mauvaise, hein, entre guillemets, pour les fonds obligataires, parce que je crois que le marché mondial obligataire fait à peu près moins 16% l'année dernière. Un produit comme Alpha Bonds a les outils pour pouvoir afficher une performance positive dans une année exécrable pour les marchés obligataires. Donc, en phase de hausse de taux. L'année dernière, on a fait à peu près 6%, on en parlera tout à l'heure. Et donc, l'objectif de gestion est d'avoir une performance positive et au-dessus des taux courts, plus 2%. Donc, vous prenez les taux courts aujourd'hui en début d'année en Europe et c'est pratiquement de l'ordre de 3%. Voilà, le but du fonds, c'est de faire 3 plus 2% sur la part la moins chargée. C'est un produit qui est défensif, donc c'est vraiment un produit cœur de portefeuille. C'est un produit que vous pouvez mettre pour des personnes morales, en termes de trésor d'entreprise, ou sinon dans la partie assurantielle, c'est vraiment un produit qui se met à côté du fonds en euros. C'est vraiment le fonds cœur de portefeuille.
on va travailler avec une volatilité, enfin avec un budget de risque de 5% maximum. Ça, c'est important. C'est un produit pour pouvoir faire de la performance qui est international. On peut aller chercher les souches obligataires, les obligations un peu partout dans le monde. Alors, bien entendu, que ce soit des emprunts d'État, que ce soit des obligations d'entreprise, et on peut aussi aller chercher de la devise. Donc, la devise, c'est autour de toute la partie la devise, entre guillemets, la gestion des devises. Ça sera, enfin, risque de change, comme on l'appelle, ça sera 30% maximum du portefeuille. C'est un produit qui est flexible, donc pour pouvoir faire de la performance, quelle que soit un peu la direction des marchés obligataires, il faut qu'il ait une sensibilité comprise entre -3 et 7 pour faire simple. En fait, quand les taux ont tendance à monter, il faut se mettre en sensibilité négative pour afficher une performance positive. Et inversement, quand les taux baissent, il faut plutôt avoir une sensibilité positive pour profiter de la baisse des taux et ainsi voir le cours de l'obligation s'apprécier. Mais voilà, juste de vous dire, c'est même pas embêtant pour vous, mais c'est juste de dire, voilà, le produit a les outils pour pouvoir réaliser une performance positive, quelle que soit la direction des marchés obligataires. Et l'autre chose, pour pouvoir être flexible, parce qu'il faut cette liquide. On en parle beaucoup en ce moment. Vous l'avez vu peut-être sur l'immobilier papier ou autre. La liquidité, c'est quelque chose qui est primordial aujourd'hui dans nos gestions. Ça, chez les NSA, on se défend d'être sur des gestions qui sont extrêmement liquides. Merci. Des gestions qui sont extrêmement liquides. Et donc, quand vous voyez sur un produit comme Alpha Bond, c'est la dernière ligne, on a un score de liquidité. Alors, c'est Bloomberg. Hein. Bloomberg, c'est un outil que les gérants utilisent énormément, qui recense un peu toutes les obligations dans le monde, toutes les actions ou autres. Et Bloomberg, aujourd'hui, a noté toutes les obligations de 0 à 10, 0 à 100, pardon, 0 étant les obligations les moins liquides et 100 étant les plus liquides. Vous voyez qu'on a un score qui est de 90, ça veut dire qu'on est sur un produit qui est extrêmement liquide. On gère peut-être 9 milliards, mais aujourd'hui, les gens qui veulent entrer et sortir dans le produit, ils peuvent le faire quotidiennement sans aucun souci de liquidité. Donc, vous voyez aujourd'hui sur l'échelle de risque, SRI, hein, on est sur une échelle au niveau 2, sur une échelle qui peut monter jusqu'à 7. Donc, on est vraiment sur un produit qui se dit patrimonial. Alors, il y a Ah, toujours des risques quand même, un petit bien peu, entendu. parce Ça, c'est sûr. parce que, Vous allez le voir, hein, enfin, on voit que le fonds n'a pas eu une performance qui a été enfin, on a une performance qui est régulière dans le temps, mais on le voit quand vous avez des chocs un peu exogènes comme le Covid qui rentrent en compte, on peut voir qu'à un moment donné, vous avez eu une perte assez forte embarquée, hein, qui a pu être forte. Alors là, on était sur un risque assez extrême. Ce qui est important de voir, c'est que la personne qui a perdu de l'argent en avril 2020 a retrouvé son capital à partir à peu près à fin décembre. Donc, il y a eu à peu près 8 mois de retour sur investissement là-dessus. Et on voit que la personne qui serait même restée après a fait à peu près plus de 17% de performance. Donc, en tout cas, voilà, c'est des produits et tous les produits qu'on vend chez les NCA, hein, attention, hein, il y a toujours un risque derrière. Ce qu'il faut juste expliquer, c'est que sur l'échelle de risque des produits chez les NCA, on est de la risque 2 et le risque est un des produits les moins risqués de la maison. Donc, vous qu'est-ce qui voyez, explique qu'au départ, 2017-2019, là, il n'y avait pas beaucoup de performance et que d'un coup, la performance revient? en fait, ce qui s'est passé en 2018, c'est la création du. Excusez-moi, c'est la création du produit. 2019, on est sur une année qui a été, on était sur des taux qui étaient extrêmement faibles avec des opportunités sur les marchés qui étaient quand même pas évidentes. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à l'époque, hein, en 2019, l'objectif de performance du fonds, quand les taux courts étaient à Oui. 0, voire même négatifs, l'objectif, c'est ce qu'on voit, on était à 2,16 d'objectif sur ce type de produit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un produit comme Alpha Bond, à l'époque, on ne mettait pas en avant dans le cadre Mais assurantiel c'est exactement là-dessus que parce je que voulais venir. les Effectivement, il faut fonds bien, euros apportaient plus sans risque, en fait. fallait bien voir effectivement que aujourd'hui, on a vraiment comment on dit ça, ça tourne sur les allocations, c'est-à-dire que les obligations n'étaient pas du tout intéressantes il y a 2 ans et redeviennent intéressantes aujourd'hui, et ça réouvre différentes catégories de produits, dont les fonds datés, mais aussi les fonds flexibles, parce qu'on retrouve de la performance sur les fonds flexibles. Et là, on voit vraiment tout de suite la différence de performance sont des années flat et depuis la hausse des Exactement. taux dernièrement. Donc, Et puis surtout, ce qui était vraiment impressionnant, enfin, ce qui était plutôt bon sur Alpha Bond, c'est bien sûr l'objectif de gestion, c'est de faire Ester plus 2, comme on expliqué, enfin les taux courts plus 2. Donc l'année dernière, en début 22, les taux courts étaient à 0, donc la perf, c'était de, d'aller chercher 2.
Mais ce qu'il faut pas oublier, comme j'ai expliqué, quelqu'un qui a investissé sur du Bund allemand l'année dernière, à un moment donné, a perdu plus de 20% Mm. sur les 10 ans allemands. Donc, quelqu'un qui prêtait de l'argent à l'ensemble des obligations un peu internationales, si vous avez un gros panier moyen, on prend toutes les obligations qui sont Mm. émises, qu'elles soient bien ou moins bien notées, on a fait à peu près moins 17. Donc, c'était catastrophique, hein, en prêtant de l'argent à des entreprises ou à des États. Et quand Alpha Bond, dans cette période-là, approche des 6% de performance, ça a été assez, voilà, il y a eu un Mm. différentiel qui a été Bien sûr. extrêmement élevé. Et on voit que depuis le début de l'année, le fonds continue à bien performer parce qu'on était à la fin du mois encore à 4,40. Là, on doit être à peu près à 4,30 de performance. Donc voilà, c'est vraiment un produit qui fait sens et surtout ce qui est important. Et vous le verrez en gestion pilotée, c'est pour ça que moi, J'allais dire, US Alpha Bond, j'allais effectivement dire, j'espère qu'on a ça bah dans la voilà, gestion de pilotée. la gestion pilotée prudente Mm. et même, là aussi dans la gestion équilibrée, dans la partie prudente, c'est 12% de l'allocation. C'est quand même assez élevé. Alors après, c'est normal sur les gestions pilotées prudentes, on est peut-être un peu plus concentré sur les fonds qui font sens, comme les fonds de performance absolue, parce que c'est des produits en fait un peu cœur qui ne prennent pas enfin, qui s'adaptent un peu aux différents événements de marché, quels qu'ils soient. Et surtout, pourquoi ils en mettent dans les allocations? C'est ça qui est intéressant, c'est la décorrélation. Aujourd'hui, quand vous faites une allocation, un gérant, alors bien entendu, ça serait bien d'avoir que des fonds qui montent, mais le problème, c'est que si vous prenez que les fonds qui montent, c'est souvent les mêmes qui vont tous baisser l'année prochaine, l'année d'après. Donc, ce qu'il faut, c'est d'avoir des produits qui ont qui cherchent qui cherchent la même performance, entre guillemets, à peu près au final, mais qui vont l'atteindre de façon différente. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des moments donnés, il y a des fonds qui vont un peu moins bien se comporter, sur lesquels on aura vraiment des vraies convictions. On va garder un portefeuille, on pourra peut-être renforcer à un moment donné, parce qu'on pense que l'horizon sera un petit peu meilleur, et d'autres qui vont bien performer tout de suite. Et donc, ce qui est important, c'est la corrélation. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que les fonds qu'on a en portefeuille soient décorrélés les uns des autres. Et ce qui est intéressant avec Alpha Bond, c'est quand vous comparez le petit, la colonne de gauche qui est en rouge, c'est quand vous comparez Alpha Bonds à tout ce qui est Global Treasury, c'est tout ce qui est emprunt d'États internationaux, US, c'est tout ce qui est emprunt d'État américain, tout ce qui est européen, et le Global Aggregate, vous prenez en compte aussi toute la partie entreprise, en plus des taux d'emprunt. Et ce que vous voyez, c'est que vous êtes sur des corrélations qui sont négatives ou alors extrêmement faibles à 0,05. Quand on voit que les autres obligations entre elles, elles sont corrélées pratiquement aux alentours de 90, 0,87. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand le gérant en gestion pilotée va construire son allocation, il va vouloir chercher des produits qui sont extrêmement décorrélés des autres. Et ça, c'est intéressant. Et même pour vous, si demain vous l'utilisez en gestion libre, c'est important d'avoir un socle qui soit décorrélé l'un des deux. Donc le process d'Alpha Bonds, hein, c'est un process qui est double. C'est que vous avez une analyse macroéconomique. Donc on va regarder où on en est en termes de croissance, inflation, politique monétaire, politique budgétaire dans les différents pays dans lesquels on peut investir. Donc pour se dire, bah voilà, est-ce que il faut plutôt acheter de l'obligation allemande par exemple ou plutôt la vendre. Et après, pour corroborer ça, on va utiliser en fait une analyse quantitative qu'on a mis en place nous-mêmes. Alors, je le fais très simplement, hein, mais c'est simplement de se dire, bah, quand on fait une analyse macroéconomique, c'est difficile de pouvoir prédire la macroéconomie à plus de 3 ans. Donc, déjà, pour savoir quel sera le niveau d'inflation, même si on a une forte idée de le niveau d'inflation dans les 2 ou 3 années à venir, savoir le niveau dans 10 ans, on n'en sait rien. Et le sujet, c'est quand aujourd'hui vous investissez dans les obligations, bah, vous pouvez très bien prêter de l'argent à 2, 3 ans, mais comme prêter de l'argent à 30 ans. Et donc, il faut se dire à un moment donné, je ne sais pas comment sera l'économie dans 30 ans. En revanche, ce que je peux regarder, c'est est-ce que la prime, si je prête de l'argent à 30 ans et pas à 2 ans, est-ce que j'ai une prime qui est supérieure ou non? Est-ce que je suis mieux rémunéré pour prendre plus de risques? Et donc ça, c'est pas toujours évident à le savoir. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis en place bah, ce modèle quantitatif qui s'appelle le RATP. On a gardé un côté quand même parisien, parce qu'on est une société de gestion parisienne. Donc, c'est le risque adjusted term premium. C'est voilà, c'est juste de dire, est-ce que le surcoût de rendement que j'ai à horizon par rapport à la volatilité historique, bon, on rentre pas là-dessus, mais c'est juste de se dire, ça vous donne quoi? Ça vous donne ça vous donne un effet, ou ça, c'est sur le 10 ans allemand. Bah, quand c'est en bleu, le modèle nous dit quoi? L'actif est bon marché. On a plutôt tendance à vouloir envie de l'acheter. Et quand il est dans le gris, on a plutôt envie de se dire que l'actif est onéreux et on a plutôt tendance à voir le vendre. Et donc, sinon, on se dit, bah tiens, la macroéconomie me fait dire qu'il faut acheter du Bund allemand et que le RATP nous dit l'actif est bon marché, on va prendre une décision acheteuse ou vendeuse.
Et si ça ne corrobore pas, on ne prendra pas de décision. Et souvent, ça nous a permis de ne pas faire de bêtises sur les marchés. Donc ça, il faut vraiment voir Alpha Bonds comme un fonds où dès qu'on va investir, on veut une prime d'assurance qui soit extrêmement élevée. Pour vous dire un petit peu en ce moment, hein, on en a déjà parlé, la macro, on n'a pas complètement changé notre fusil d'épaule, voire même pas du tout. Toujours, hein, le monde est confronté à trois nouveaux défis majeurs. Le premier, c'est la transition énergétique. Ça va être source d'inflation, on sait très bien. On a surconsommé et surproduit depuis beaucoup d'années et à un moment donné, c'est la planète qui paye et on devra en payer les conséquences. Et ça passera par la transition énergétique, par une hausse des coûts, donc plus d'inflation. Les risques géopolitiques, on le voit très bien en ce moment, hein, c'est très triste et il y en a de plus en plus. Et donc tout ça entraîne un petit peu, entraîne de l'inflation. Ça peut être par la hausse des matières premières, comme on l'a vu après le conflit entre la Russie et l'Ukraine. La démondialisation, ça c'est quelque chose qui est important. Ça veut dire quoi la démondialisation? C'est qu'aujourd'hui, les pays un peu les pays occidentaux, entre guillemets, ont tendance à rapatrier l'outil de production. Pendant de nombreuses années, ils ont voulu baisser les coûts, enfin les entreprises ont voulu baisser drastiquement leurs coûts. Donc c'était en allant produire en Chine ou en Inde ou ailleurs. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu que pendant une pandémie d'ampleur mondiale, on s'est rendu compte qu'il y avait un gros problème en termes d'approvisionnement quand le transport ou autre était complètement arrêté. Et donc, le sujet aujourd'hui, c'est de se dire, on évite ces goulots d'étranglement et cette inflation extrêmement forte en termes de production logistique ou autre, en rapatriant l'outil de production. Le seul problème, c'est quand vous passez d'une main-d'œuvre chinoise à une main-d'œuvre française ou européenne, et cette main-d'œuvre chez nous, tout ça, ça entraînera toujours de l'inflation à horizon moyen long terme. Donc voilà à peu près. Donc ça, c'est vraiment des choses où il faut vraiment faire attention. Et donc, plus d'inflation dans le monde, ça voudra dire plus difficile de préserver le pouvoir d'achat des clients. Et c'est pour ça que pour nous, il faut continuer à avoir ces gestions actives qui nous permettent de préserver le pouvoir d'achat de nos clients, ce qui est le premier défi en fait d'une société de gestion. Je ne vais pas rentrer dans les faits dans le process positionnement de portefeuille, mais juste de vous dire qu'en ce moment, depuis le début de l'année, vous avez des courbes de taux qui sont inversées. Ça paraît un peu paradoxal, mais aujourd'hui, si vous prêtez de l'argent à court terme, vous êtes mieux rémunéré qu'en prêtant de l'argent à long terme. Ce qui est complètement paradoxal, parce que normalement, si vous prêtez de l'argent à une entreprise sur du long terme, vous devez être mieux rémunéré parce qu'il y a plus de risques qu'il y ait une cyclicité qui soit mauvaise pour elle, qu'elle ait un produit qui fonctionne pas. Enfin, c'est comme si demain, quand vous empruntez de l'argent pour vous financer un bien immobilier, plus vous empruntez sur du long terme, plus le prix à payer est élevé parce que sur du long terme, vous avez plus de risque de perdre votre niveau, de tomber malade ou autre. Et donc, normalement, vous avez plus de rémunération. Donc, comme pour l'instant, il n'y a aucune appétence à aller chercher du risque sur des durations plus longues, on a tendance aujourd'hui à ne pas embarquer trop de risques dans le portefeuille. Ça nous va très bien comme ça. On a un rendement de 4,84%. Donc, sur les obligations qu'on a en portefeuille nous rapportent un coupon de 4,84. Et ce qui est intéressant, c'est de rester liquide et que le jour où il faudra remettre du risque en portefeuille, on sera capable de le faire. Alors, bien sûr, c'est pas un portefeuille qui ne le fit pas. Il y a des stratégies qui sont mises en place en ce moment, qui sont décorrélées les unes des autres et qui permettent au fond d'afficher une performance de 4,30 depuis le début d'année. Donc voilà vraiment sur Alpha Bonds, un produit qui a la capacité de profiter des hausses comme des baisses de taux, une approche internationale, c'est important, extrêmement liquide et un process qui a fait ses preuves parce que l'année dernière on fait 6% en collectant 2,5 milliards sur le produit et cette année on affiche encore une performance de 4,5% en collectant 1,5 milliard. Donc voilà, c'est vraiment de montrer que le process est robuste, que le produit est liquide et capable de continuer à délivrer de la performance. Le deuxième fonds dont je voulais vous parler et qui est disponible aujourd'hui dans la gestion pilotée et plutôt sur le profil dynamique, c'est le fonds Archer Mid Cap Europe. Alors je crois que depuis le début de l'année, je n'ai pas parlé d'un fonds action pur. Pourquoi? Parce que cette année, on trouvait simplement que les niveaux de valorisation sur le marché des actions étaient un peu compliqués et on préférait amener le client vers les actions via les fonds flexibles. Donc, je vous avais parlé des fonds comme Eurose ou Evolutive.
Et là, on a sur le marché des actions une classe d'actifs qui a été quand même bien délaissée par les marchés depuis pas mal de mois maintenant. Ouais, C'est presque toute la 2 ans, presque. presque ouais, Ouais, ouais. Dedans, c'est toute la partie petite et moyenne capitalisation. Donc, c'est ce qu'on appelle les small et mid cap. Donc, c'est les petites moyennes capitalisations boursières. Alors, pourquoi en parler aujourd'hui? Alors, nous, ce qui est intéressant, c'est que la petite et moyenne capitalisation chez les NCA, on essaye de le faire toujours avec une notion de liquidité. C'est-à-dire que dans cet univers qui est un peu moins liquide, on essaye d'avoir le fonds le plus liquide. Donc, vous voyez que la capitalisation moyenne des sociétés qu'on a en portefeuille est de 5,5 milliards. Donc, ça reste quand même, alors il y a des sociétés qui ont une capitalisation plus basse, des sociétés, bien sûr, c'est une moyenne qui a des capitalisations plus hautes. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de rester quand même, d'essayer d'être le plus liquide possible. Et l'autre aspect qui est vraiment primordial sur ce fonds, c'est que c'est un fonds qu'on appelle un fonds blend. Je l'explique. Un fonds blend, ça veut dire que c'est un produit qui est opportuniste. Donc, c'est un produit qui ne va pas avoir de vrai style de gestion. Normalement, quand vous achetez un fonds action, il y a toujours deux styles qui peuvent se distinguer. C'est soit la croissance, donc ça va être des sociétés de croissance, donc des sociétés avec une visibilité, avec une croissance séculaire, des sociétés qui vont souvent, comme elles ont une belle visibilité, qu'elles sont capables de générer beaucoup de croissance bénéficiaire, sociétés qui vont se payer un peu plus cher, qui vont donner un peu moins de dividendes, parce qu'elles n'ont pas besoin de donner de dividendes pour que les gens trouvent l'achat sexy, entre guillemets. Et à l'inverse, vous avez des sociétés plutôt du style value, ce qui fonctionne bien depuis le début de l'année et même l'année dernière. Là, c'est des boîtes qui sont bien gérées, qui sont sous-valorisées souvent parce que des sociétés qui affichent moins de croissance, mais qui ont des résultats solides et qui rétrocèdent ce résultat rapidement sous forme de dividendes. Et en ce moment, c'est vrai qu'avec la remontée des taux qu'on a eu extrêmement élevés, les secteurs pétroliers, télécoms, les financières ou autres, sont ces sociétés qui génèrent beaucoup de dividendes, ont mieux résisté. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que sur les petites et moyennes capitalisations, comme on est souvent sur des sociétés plus petites, on est souvent sur des sociétés à forte croissance, plutôt orientées croissance. Le seul problème sur les petites et moyennes capitalisations, comme tout le monde achète un peu des valeurs de croissance, souvent on a raison ensemble et on a aussi tort ensemble. Donc nous, on essaye vraiment de rester opportuniste et d'avoir la capacité de pouvoir, quand le cycle nous dit qu'il faut acheter des valeurs de croissance, enfin surpondérer la croissance, on le fait, et vice-versa sur la partie value. Et vous le verrez, c'est un fonds qui fonctionne très bien et qui, comme je l'ai montré tout à l'heure, qui fait sur 5 ans meilleure performance, une des meilleures performances, avec un niveau de risque plutôt maîtrisé, parce qu'on a réussi à surperformer des cycles à la fois croissance ou value. Alors un petit mot, donc voilà, Don Fitzgerald qui est, alors c'est une équipe de 3 personnes, et Don Fitzgerald qui est irlandais, qui est triple STWire. Enfin voilà, c'est un gérant qui a plus de 25 ans d'expérience dans ce domaine et qui a rejoint des NCA en 2015. Alors pourquoi investir dans les mid-cap? C'est intéressant. Là, vous avez deux graphiques. C'est simplement de vous montrer en fait la différence de valorisation. Alors là, on a mis en place, c'est le PB que vous voyez, c'est le price to book. En fait, c'est simplement d'analyser la valeur comptable par rapport à la valeur boursière du marché, enfin de l'action en portefeuille. Donc là, on va prendre l'ensemble des actions qui composent le marché. Donc vous voyez, vous avez les small caps, enfin les petites capitalisations en rouge, donc le prix, la valorisation des petites capitalisations par rapport au prix des grandes capitalisations en Europe à gauche. Et donc vous voyez que c'est énorme. Hein. Vous avez aujourd'hui, on est à peu près on est sous les 1,5 contre à peu près 2 fois. Donc 2 fois, ça veut dire quoi? Hein, les large caps, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand le price to book à 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, la valeur boursière est valorisée de façon 2 fois plus chère, entre guillemets, que la valeur comptable. Donc on se dit, voilà, aujourd'hui, attention à ça, peut-être que la valeur est trop élevée, là où on est sur une prime qui est de l'ordre de 40% à peu près sur les valeurs des petites capitalisations, pardon, ce qui nous paraît beaucoup plus raisonnable. Et là, quand on se reporte à tout ce qui est petite capitalisation comparée au MSCI World, donc c'est l'indice international entre guillemets qui va prendre les GAFA, enfin les GAFAM, tout ça, donc les Google, Amazon, Facebook ou autres, qui va prendre toutes les actions mondiales. Là, on se retrouve sur des niveaux de valorisation qui sont vraiment en relatif complètement aux opposés. Et donc nous, on trouve que c'est intéressant d'aller chercher ce qui est le moins bien valorisé en ce moment, parce qu'il y a des moteurs. Vous le voyez, hein, on a refait ce graphique, c'est toute la performance des petites et moyennes capitalisations dans les phases de reprise économique, et souvent après les crises. Et vous voyez qu'en moyenne, après crise, donc à partir de mars 2009, donc après la crise de 2008,
novembre 2011 après la crise de la dette souveraine européenne, après décembre 2018 qui avait été enfin décembre 2018 après la crise de 2018 qui avait été compliquée, vous voyez qu'en moyenne les petites capitalisations rebondissent beaucoup mieux que les grandes capitalisations, c'est à peu près 22% en moyenne sur ces différents cycles-là. Donc c'est pas toujours vrai, vous le regardez, après octobre 98, ça n'a pas été le cas. Ça a été moins le cas cette année, mais c'est pour ça qu'on a tendance à dire que c'est intéressant. Et là, quand vous regardez en moyenne sur 20 ans, vous voyez que les petites et moyennes capitalisations ont tendance à performer, sont 93 fois sur 100 surperforment en fait les grandes capitalisations. Donc c'est vrai que pour un investisseur qui vient sur un profil dynamique en gestion pilotée ou qui vient sur ce type de fonds en gestion libre, c'est là où c'est important d'avoir un horizon d'investissement parce que normalement si vous respectez cet horizon d'investissement, vous allez surperformer. Alors cette année, je vous ai pris un exemple qui fonctionne un peu moins bien dans la gestion pilotée cette année parce que là où le CAC 40 va être aux alentours de, il faudra regarder les performances mais qui a plus de 10%, un fonds comme Archer, bon, bah, ça, il a bien rebondi là depuis très peu de temps, il doit être à 9%, quand il était encore à 4% il y a Ouais. un mois et Non, demi. mais il y a un Donc, retard il y voilà, a vraiment un retard sur les petites valeurs depuis 2 ans. c'est ça. Mais par contre, le retard, les petites valeurs, quand elles se mettent à le rattraper, elles le C'est rattrapent, ça, c'est rapide, en court terme. exactement. Donc c'est vrai qu'il faut être sur les petites valeurs. Il y a un moment ou un autre, il y a toujours un rattrapage qui arrive. Et c'est vrai que de mettre un peu de Archer en portefeuille aujourd'hui, en attente sur des petites valeurs, si vous n'en avez pas beaucoup de petites valeurs, c'est effectivement un bon fond. Surtout que nous, moi je le vois de toute façon, c'est qu'on aime bien raisonner souvent avec les flux. Et aujourd'hui, quand on parle à nos clients, que ce soit les gros clients institutionnels comme les clients plus distraits, entre guillemets, Mm. on sent que tout le monde nous demande quand est-ce que c'est le moment de appuyer sur le bouton. On sent Ouais, que tout le monde est prêt à appuyer sur le bouton. on attend Donc le tous. Ouais. jour où tout le monde va appuyer, il va se passer un phénomène de flux et donc ça sera dommage de ne pas prendre de prendre le train en route parce que ça va très vite rebondir. Donc, de montrer, alors en faisant vite, et voilà, et juste vous montrer aussi que souvent on a l'impression que les petites et moyennes capitalisations sont souvent beaucoup plus volatiles, donc plus risquées, sur des amplitudes en termes de valorisation qui peut être plus ou moins élevée par rapport au large cap. Et on voit que finalement, on n'est pas sur des volatilités, historiquement, la volatilité n'est pas beaucoup plus importante que sur la partie large cap depuis 20 ans, depuis un peu plus de 20 ans. Donc, juste pour vous rappeler, le processus d'Archer, il est extrêmement rigoureux. Des business créateurs de valeur, c'est important. Un fort alignement des intérêts. Et ce qui est bien avec les petites et moyennes capitalisations, c'est que souvent, on peut retrouver des sociétés familiales. Donc, c'est dans les sociétés familiales où vous retrouvez le meilleur alignement d'intérêts avec les actionnaires parce que c'est la boîte de la famille. C'est pas quelqu'un qui a été débauché et qui veut juste aller chercher des stock options ou ça. Donc là, l'alignement des intérêts est extrêmement fort. Bien entendu, on intègre toute la partie investissement socialement responsable. On va faire attention aux critères de gouvernance, aux critères sociaux et sociétaux. Ça, c'est vraiment important. Voir si la société a des bonnes pratiques, si on peut éviter le risque de patates chaudes. La valorisation, on va toujours faire attention à la valorisation. Et souvent, sur un produit qui est blend, comme j'ai expliqué tout à l'heure, opportuniste, c'est qu'on va essayer d'avoir un profil qui est moins consensuel. C'est-à-dire qu'on va être capable d'aller chercher des sociétés qui sont un peu moins sexy, que le marché n'a pas envie de regarder, qui sont un peu délaissées à un moment donné et qui, pour nous, ont un potentiel de rebond qui est extrêmement fort parce qu'un business model conséquent ou autre. Et donc, dans ce cas-là, on retrouve un peu les trois thématiques d'à côté. Donc, vous avez les sociétés créatrices de valeur et aussi ces sociétés en mutation ou en retournement. Et c'est souvent ces sociétés-là qui sont peut-être moins regardées par le marché, moins sexy et sur lesquelles nous, on va trouver une vraie valeur et on va investir dedans sur un horizon moyen long terme. Donc, j'en parlais tout à l'heure, le fonds en termes de pourquoi en plus mettre du Archer dans les allocations pour profiter du potentiel rebond sur les small et mid, enfin sur les petites et moyennes capitalisations, et surtout parce que c'est un fonds qui a fait sens. Vous le regardez aujourd'hui, c'est les catégories Morningstar, donc en vert foncé, c'est tout ce qui est premier décile, enfin en gris foncé, c'est ce qui est premier décile. Quand on va vers le gris le plus clair, c'est les fonds qui ont moins bien performé. Le petit point rouge chez nous, le point bleu, c'est la moyenne. Donc, vous voyez que le but sur ce type de produit, c'est d'être toujours le plus haut possible en termes de points rouges. Et donc, c'est un fonds qui a vraiment fait sens, Alpha, depuis sa création. Donc, vous voyez le positionnement.
c'est d'aller chercher de la performance. Donc on le voit, il y a un petit concurrent qui se balade, qui est au-dessus à droite, mais je crois que c'est un fonds qui est même pas référencé dans les contrats d'assurance vie français, et, et avec un niveau de risque qui reste inférieur à la moyenne. Donc ça, c'est important. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je pourrais peut-être envoyer la présentation ou autre, et de montrer que ce produit est capable, mis à part en 2018, et là, ce qui est intéressant, c'est que le gérant est capable de vite repositionner le portefeuille parce qu'on reste quand même liquide, et de voir que le gérant a aussi bien réussi à performer dans les phases plutôt propices au style croissance et dans les phases plutôt propices au style value pour afficher une performance. Vous voyez, c'est ici. Alors, je ne sais pas si on voit la petite flèche quand on la bouge, et vous voyez que la performance annualisée depuis la création, donc en 2016 pour Archer. Donc 2016, on a quand même connu 2018 compliqué, 2020 qui était compliqué, 2022 qui était une année encore compliquée. Et vous voyez que le fond, quand quelqu'un est resté depuis la création et qui a accepté un peu ces secousses du marché, on a quand même fait 9,31% annualisé contre un indice qui fait à peu près 6, annualisé. Donc de faire à peu près 3 points mieux que l'indice chaque année, c'est là où on voit la capacité du gérant, c'est ce qu'on appelle la capacité du gérant à délivrer de l'alpha. Donc c'est à délivrer de la surperformance. Et donc on voit que ce gérant en est capable. Donc c'est sûr que si demain cette thématique venait à bien rebondir, c'est plutôt intéressant de confier son argent à un gérant qui a tendance à surperformer sa catégorie sur le long terme. Donc voilà, donc vraiment un segment porteur, euh, un positionnement qui est différencié, comme je vous l'ai dit, avec cette gestion qui est plutôt opportuniste. On intègre les critères ESG pour éviter, enfin, de tout ce qui est environnement, social, de gouvernance, pour éviter un peu le risque de patate chaude et un historique de performance qui est en ligne. J'ai fini sur les deux fonds, donc deux fonds qu'on retrouve dans les gestions pilotées bourse directe. Je vous rappelle un peu le principe de la gestion pilotée, hein, ça veut dire que soit il y a des gens qui aiment bien, qui ont une appétence à suivre un petit peu les marchés, qui ont tendance à vouloir investir soit sur des comptes titres ou des bourses directes, dans l'assurance vie. Alors de temps en temps, je ne sais pas si Generali dans vos contrats propose d'investir directement sur des actions, des obligations, des fois, je sais pas Oh, si pas trop chez Generali. On a des titres vifs et des ETF sur nos contrats chez Generali. Euh, on a, mais pas trop ils ne proposent pas des obligations en direct ou des trucs dans le genre. donc, du coup, les clients aujourd'hui qui veulent, qui ont pas le temps de suivre les marchés, qui ont plutôt tendance à dire, moi, je préfère confier les clés, en fait, à un expert, enfin, essaye avec un savoir-faire, dans le domaine qui est, certainement plus important que, moi, je le vois très bien, hein, si on parle à ma famille, bon, voilà, je pense que chez l'ENSEI, il y a un savoir-faire, meilleur que si je confiais, les clés à ma mère ou à mon père. Alors, ça veut dire qu'ils font pas une meilleure performance sur une année, hein, mais en tout cas, sur le long terme, j'ose espérer qu'on amènera une performance qui sera bien meilleure. Et donc, c'est de se dire, voilà, le but de la gestion pilotée, alors c'est une gestion qui est un peu plus chargée, parce qu'il y a des frais de mandat, des choses comme ça, mais au moins, c'est de confier les clés et de se dire, sur un horizon long terme, la capacité du gérant à aller chercher une performance meilleure selon le profil du client. Et donc, le but d'une gestion pilotée, elle repose sur un niveau de diversification qui se fait en 3 étapes. C'est tout d'abord une diversification qui va être géographique. Ça veut dire qu'on va aller chercher, on va pas se cantonner simplement à des gestions actions européennes, obligataires européennes. On va pouvoir aller chercher des gérants à travers le monde, les meilleurs gérants possibles sur des thématiques mondiales. De diversification en termes de places d'actifs. Bien sûr, on peut acheter des actions. Bien sûr, on peut mettre des obligations sur le portefeuille les plus privants. Du monétaire aussi, surtout que le monétaire aujourd'hui, ça en devient intéressant. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, sur des styles de gestion différents en fonction des cycles monétaires ou des cycles de croissance, les investisseurs peuvent privilégier des gestions plutôt croissance ou des gestions plutôt value, comme je vous l'ai expliqué. Et donc là-dessus, ou des gestions thématiques. On a vu des fonds qui ont très bien marché en 2020 sur la santé, sur la sécurité, sur des choses comme ça. Donc voilà, c'est intéressant et c'est vraiment au gérant d'aller chercher les meilleures thématiques du moment et les meilleurs gérants dans ces thématiques-là pour essayer de faire le meilleur portefeuille possible. Alors, c'est pas pour ça non plus que ça bouge perpétuellement Non, dans la gestion non, pilotée. c'est Vous ça. prenez des paris, vous attendez un petit peu que ça se Exactement. mette en place et voilà. Ah, Donc, on n'a pas une gestion non plus, et je le vois dans les comptes des clients. Vous n'avez pas non plus des mouvements qui sont là, continuels, perpétuels, et voilà, et souvent, moins on bouge, enfin, moi,
plutôt mon approche, moins on bouge, moins on fait de bêtises, C'est souvent. C'est complètement ça. Bah, vous le verrez de toute façon, à partir du moment où une allocation a été faite, vous pouvez, vous essayez de faire quand vous avez une vision du marché, le but, c'est d'arriver sur quelque chose qui est le plus tout terrain possible, qui peut durer dans le temps sur un horizon. Donc, on va essayer d'être le plus décorrélé possible, le plus diversifié. Il y a quelque chose qui s'est mis, attendez, pardon. Hop, le plus diversifié possible. Et du coup, toujours avec cet horizon de temps. C'est-à-dire que quelqu'un qui va être sur une gestion pilotée prudente, bon, l'horizon d'investissement sera sera certainement plus court. Et quand on va sur une gestion équilibrée ou dynamique, on va avoir sur un horizon beaucoup plus élevé. Et je rejoins un peu ce qui s'est passé. Et si je vous montre sur un produit comme Archer, si je reprends les performances, Archer, c'est un produit qui doit être dans nos gestions pilotées depuis maintenant 3-4 ans, je pense. Et vous voyez, Archer, alors on n'a pas les pertes calendaires, mais Archer, l'année dernière, c'est un produit, alors, qui fait un petit peu mieux qu'un 10, mais c'est un produit qui fait moins 18,34% l'année dernière. C'est un produit qui, cette année, faisait en fin de mois 7% quand son indicateur de référence faisait un peu plus de presque 9%. Bah, c'est juste qu'on se dit, voilà, on connaît la capacité du gérant sur le long terme à aller performer. Donc pour nous, il n'y a pas de sujet, en fait, on ne sort pas Archer et on le porte. Alors, bien entendu, si à un moment donné, il y a un changement de gérant, si il y a une mauvaise nouvelle sur la maison de gestion, si les performances deviennent catastrophiques sur ce type de produit, que ce soit chez nous ou dans une autre maison, bien entendu, on aura tendance à arbitrer le produit. Souvent, on le fait. Il faut quand même savoir que normalement, quand un gérant change, on a souvent tendance à rapidement couper par deux la position, rencontrer le gérant, voir comment ça va se passer, s'il va bien prendre les rênes ou autre. Alors des fois, ça peut être un gérant d'une autre maison que vous connaissez. Et ça, c'est des choses qui sont importantes et sur lesquelles il faut vraiment faire attention. Donc cette gestion pilotée, donc c'est trois diversifications, enfin une triple diversification, donc géographique, euh, pardon, en style de gestion et donc je voulais vous montrer et en termes de classe d'actifs, donc actions, obligations ou autres, suivant trois profils, donc en fonction en fait du profil de risque du client. Donc on aura une gestion pilotée prudente entre 0 et 30% d'actions, une équilibrée entre 40 et 60% d'actions et une dynamique entre 70 et 100%. Pour vous montrer, je vous ai mis les chiffres. Actuellement, sur le profil prudent, on est investi à 25,4% en actions. Donc, on avait réduit, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait réduit un peu la voilure à la fin du mois dernier, mais c'est pas parce qu'on réduisait la voilure, on a quand même fait des choix forts sur les renforcements, sur des gestions croissance peut-être un peu plus US, au détriment de gestion actions plus européennes, par exemple. C'est bien nous en a pris parce que ça a mieux fonctionné aux US qu'en Europe. Sur Europe, ça vient de plaît. Sur la partie équilibrée, on a fait à peu près, on est une exposition action de 50,5%, et sur la partie dynamique, on est un peu plus de 77% en action. Donc, la diversification s'est faite comme je l'ai expliqué et on est en architecture ouverte avec un max de 40% de fonds DNCA, sachant que la moyenne un peu de croisière de fonds DNCA se situe aux alentours de 25% à peu près, 25-30%. Donc là, positionnement du portefeuille, vous le voyez aujourd'hui sur sur une gestion prudente. On a aujourd'hui, bien entendu, un peu plus de 65% d'obligations en portefeuille. On intègre des obligations, vous voyez, on a de la performance absolue obligataire. En grande partie, je vais expliquer 12% sur un produit comme Alpha Bonds. Et ensuite, on va aller sur des obligations Crédit Europe. C'est quoi? C'est des obligations, on va être simplement directionnelles. C'est-à-dire que les taux ont augmenté. En Europe, aujourd'hui, si vous allez sur des obligations de qualité, vous êtes à peu près à 4,5% de coupons embarqués. Si vous allez sur des obligations un peu moins bien notées, sur la partie qu'on appelle à haut rendement, vous allez avoir en moyenne un peu plus de 7%. Donc le but, ça va être d'aller chercher des très bons gérants sur la partie bonne qualité et des très bons gérants sur la partie un peu moins bonne qualité enfin sur les obligations les moins bien notées, pardon, parce qu'aujourd'hui c'est intéressant de pouvoir en fait sur le marché obligataire vous remettez de la sensibilité au taux, vous remettez du risque et du risque rémunérateur dans les obligations, soit en prêtant sur du long terme. Je vous l'ai expliqué aujourd'hui, c'est pas ça qui rémunère le plus, de prêter sur le long terme. Donc, du coup, la deuxième façon d'aller chercher un peu plus de performance, c'est de prêter à des entreprises, des fois de moins bien notées. Alors, attention, des entreprises peuvent être moins bien notées à cause d'un cycle économique en leur défaveur ou autre,
le but pour nous, c'est d'aller chercher des gérants qui ont analysé le fait que ces sociétés qui sont à un moment donné moins bien notées, bah, sur la durée de l'emprunt, enfin de l'obligation qu'ils ont émise, bah, vont pas être en risque de défaut. Et ça, c'est très important. Et on le voit clairement hein. Aujourd'hui, quand vous allez voir les différents gérants obligataires, on voit quel est leur risque, enfin leur performance financière, bien sûr, et aussi la performance qui peut être un peu extra-financière, c'est de se dire quel est le taux de défaut historique moyen du portefeuille. Et donc, quand vous avez des taux de défaut historiquement faibles, on sait que c'est les gérants qui ont quand même réussi à bien voir les risques sur les sociétés et sur lesquelles on est assez à l'aise pour Alors, ça nous donne quoi comme performance, tout ça? alors, en termes de performance, alors j'ai regardé les perfs à jour des IT, sur une gestion pilotée, prudente, bourse directe, depuis le début de l'année, on est à 4,61 de performance nette de tout frais, net des frais de l'exploitation, net des frais de gestion des mandats et net des frais du contrat. Du contrat. Ça, c'est important. Sur le contrat, on est à 0,75. voilà. Donc, ensuite, sur la gestion équilibrée, on va retrouver un peu plus d'actions et un peu moins d'obligations que sur Donc, la c'est quand même pas partie mal en prudente. gestion prudente Ouais. sur l'approche gestion prudente. C'est Oui, une 4,61, bonne. quand on voit aujourd'hui que on se bat, enfin, aujourd'hui, on le voit sur les conseillers en gestion de patrimoine que moi je vois, où simplement, c'est aujourd'hui le plus gros concurrent des sociétés de gestion comme nous, c'est le compte à terme. Mm. C'est le monétaire. Et aujourd'hui, sur le compte à terme, on propose à peu du 4, alors ça va baisser, on le propose sur un horizon à un instant T quand même, sur le Oui, compte à oui, terme. par quinzaine, Sur le par compte un à terme, truc. exactement. Et là, ce qui est moins intéressant, c'est de montrer, voilà, dans une année qui n'a pas été une année facile, quand même, Non, cette non, ça a année, été une année très très il dure faut pas encore oublier cette année. entre On a 2 janvier et années mars, très voilà, difficiles, là, on a c'était une eu. année très compliquée pour faire la Oui. location. D'aller chercher du 4,61, c'est plutôt une performance qui est convenable, nette de tout frais, hein, quand on Ouais, parle. surtout qu'il y a pas mal de C'est fonds un peu équivalent, plus dynamiques quand même, quoi. C'est pas. exactement. Ouais. Sur la partie équilibrée, on est aujourd'hui à 6,13% de Mm. performance. Et sur la partie dynamique, on est à 7,19. Alors, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, sur l'équilibré, vous avez pu aller chercher de la performance qui se compare à. En fait, on avait eu tendance sur l'équilibré à aller chercher aussi de la performance via les obligations qui sont plus rémunératrices. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas un gros écart Ouais. entre la partie équilibrée et la partie action. Certainement que l'année prochaine, on retrouvera un écart un peu plus important entre la performance que vont faire les Mm. actions et les obligations. Et vous voyez, alors après aujourd'hui, ce qui est compliqué, on en parlera selon la question qu'on a et j'arrête après ça, c'est que quand on compare un petit peu le 7,19 qu'on va faire, alors pareil, hein, c'est une gestion dynamique, mais on a été investi en moyenne autour des 70%. On n'était pas investi à 100% en actions. Et mais vous voyez aujourd'hui, quand vous prenez un S&P, c'est 19% depuis le début de l'année. On peut dire, attendez, ils sont quand même moins derrière. Ce qu'il faut pas oublier, hein, c'est que quand vous enlevez les 7 magnifiques, entre guillemets, qui sont les Microsoft, Amazon, Oui. Google ou autres, la performance du S&P, je crois qu'elle descend à 3% ou à 4%. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans une gestion pilotée, on va chercher plusieurs fonds actions de sociétés différentes dans lesquelles, dans chaque fonds action, il va y avoir une quarantaine ou soixantaine de lignes en fonction de la conviction du gérant. Donc, c'est impossible de répliquer dans un mandat en gestion pilotée la performance de cette société. C'est Mm. impossible. Donc là, depuis 2 ans, pas depuis 2 ans, mais si on prend, si on prend cette année, ça a été compliqué de performer cette société-là. Maintenant, si on regarde l'année prochaine ou autre, quand on regarde les niveaux de valorisation de ces sociétés, on a tendance à dire on préfère être diversifié. Alors, on en a, bien entendu, au sein des fonds dans lesquels on gère, dans les fonds Pictet USA, par exemple, c'est ces produits-là, mais on n'en aura pas sur les mêmes pondérations que l'indice, parce qu'on ne peut pas se permettre pour vous. Le but, quand même, c'est d'avoir une gestion plus diversifiée, moins risquée sur le long terme. Et donc, voilà. Et quand vous regardez sur la partie à peu près plus prudente, donc sur la partie des taux, vous voyez que le marché fait à peu près 3,75 sur la partie quand vous traitez de l'argent entre 3 et 5 ans. Donc, nous, on n'est pas sur une même maturité, sur une maturité plus courte. Entre 3 ans, ça fait à peu près 3,75. C'est pour ça qu'on se retrouve à peu près à 4,61 net de tout frais, 6,13 et 7,12 sur la partie plus dynamique. D'accord, super. Bah, Benjamin, je te remercie pour ces détails. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, mais si vous avez des questions, vous n'hésitez pas.
Vous allez recevoir le slide à la fin du webinaire, vous allez le recevoir automatiquement. Donc, si vous le recevez pas, problème informatique, vous me le demandez, je vous l'envoie. Voilà, donc, écoute Benjamin, tu voulais... Bonne fête de fin d'année à tous. Oui, bonne On fête de espère fin avoir d'année à un tous. très bon fruit 2024. Moi, j'ai encore un ou deux webinaires jusqu'à la fin de l'année, plutôt sur les produits de défiscalisation, mais si vous avez... Il est important, je crois. Oui, oui, encore temps, vous pouvez toujours souscrire. Et se poser les questions pour 2024, comment placer votre argent. On va vous présenter des nouveautés et vous présenter de nouveaux produits avec des NCA. On est là. Je vous souhaite une très bonne soirée. Ah, Pour investir en gestion pilotée. il n'y a pas de spécialement de montant minimum. Euh, je ne sais même pas le montant minimum, mais je crois que c'est 500 € chez nous. Donc, C'est ça. ouais, je crois que c'est 500 € chez nous. Donc, il n'y a pas de problème. Et la gestion pilotée, il faut bien définir vos profils par rapport à ce que vous attendez et la durée est hyper importante pour le gérant, pour vous. Il faut se caler, il faut comprendre. Il y a les conditions de marché aussi qu'il faut prendre en compte. C'est plus facile à un certain moment de faire de la perf ou pas. Un bon gérant, pour moi, c'est vraiment un gérant, c'est sur la durée que ça se voit. Un bon gérant, c'est le gérant qui va vous faire -5 quand le marché fait -10. Et s'il fait +20, +25 quand un marché fait +30, et ben, si vous répliquez cette séquence-là sur 10 ans, eh bien, vous avez vraiment un écart de performance qui est en votre faveur à ce moment-là. Et ici, on sort les performances, mais il faut rajouter 1% de plus en brut, hein, avec les frais de gestion, les frais de 0,75 plus 0,20 de frais de... Parce qu'il y a un coût sur la gestion pilotée qui est de 0,20 en plus des frais de gestion. Donc, on arrive à 0,75. Voilà. Et quoique sur les nouvelles adhésions, ont baissé à 0,65 chez nous. Donc ça baisse un peu aussi. Il n'y a pas de montant minimum pour... Ah pardon, j'ai déjà répondu ça. On vous souhaite une très bonne Merci soirée. beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée à vous. Bon dîner et bonne fête de fin d'année.